Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale, collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Catherine Delcroix, Bénédicte Gousseau-Dire, L'éducation, ça se partage, 2022. Nicole Rollins, Manifeste pour la décolonisation de l'humanité femelle, la démarche autogérée de décolonisation, tome 6, 2022. Marie Marsal, Le management dans le secteur associatif, les effets des nouvelles pratiques sur les systèmes de valeurs des bénévoles, 2022. David Sierager, Le passage de la nature à la culture. Essai exploratoire de la théorie historico-génétique de la culture, 2022. Denis Laforgue, L'avenir des institutions publiques. Plaidoyer pour une conversation sociologique, 2022. Bernard Vernier, Prénoms et choix d'objets incestueux. Psychanalyse, statistiques et sciences sociales, 2022. Tiffaine Liu, Former des innovateurs radicaux. Pour une pédagogie de l'émancipation, 2022. Thomas Bujon, Une affaire de stupes, démantèlement d'un trafic de drogue dans un grand ensemble HLM, 1998 à 1999, 2022. Sofiane Bouhdiba, Le mariage en Tunisie. Entre continuité et rupture, 2022. Gilles Sarter, Le pouvoir social, découvrir Éric Olin-Wright, 2022. Maurizio Catani et Salvatore Paldida, Les Scaldini. Ces Rital qui ont chauffé Paris pendant un siècle, 2022. Remerciements. Je remercie vivement Véronique Borde de m'avoir encouragé à présenter mon travail aux éditions L'Harmattan. Sans elle, ce livre n'aurait pas vu le jour. Merci à Sabrina Labbé pour sa lecture attentive et la confiance qu'elle a su me donner. Je remercie aussi Malvina Kremaski pour sa lecture professionnelle et ses corrections. Merci à tous ces jeunes de m'avoir accepté sur leur lieu de travail et dévoilé une petite, mais précieuse, part d'eux-mêmes. La vision quotidienne d'une banlieue, dans sa monotonie et sa grisaille, ne dit rien à personne, n'intéresse personne, et les journalistes moins que personne. Mais s'intéresserait-il à ce qui se passe vraiment dans les banlieues, et voudrait-il vraiment le montrer ? Que ce serait extrêmement difficile en tout cas. Il n'y a rien de plus difficile que de faire ressentir la réalité dans sa banalité. Flaubert aimait dire, il faut peindre bien le médiocre. C'est le problème que rencontrent les sociologues. Rendre extraordinaire l'ordinaire, évoquer l'ordinaire de façon que les gens voient à quel point il est extraordinaire. Pierre Bourdieu, 1996. Préface. Il est souvent difficile de comprendre ce qui amène les gens à faire certaines choses. D'autant plus quand les actes que nous ne comprenons pas s'installent en dehors de la légalité. Petit larcin, comportement déviant, travail illicite. Voilà ce que les sciences de l'éducation et de la formation tentent de comprendre en ne se contentant pas d'attributions rapides, de personnalisations approximatives et de jugements hâtifs du type. Une personne capable de tels agissements est forcément malsaine, elle a tout d'un escroc, elle a ça dans la peau, on ne pourra rien faire d'elle. Elle n'est bonne à rien. Et on peut entendre pire, il faudrait bannir ces gens-là de la société. Les sciences de l'éducation et de la formation ne voient pas les choses de cette manière-là. Notre discipline tente d'aller plus loin que ces attributions causales bien connues. L'erreur fondamentale d'attribution, par exemple, explique notre fâcheuse tendance à accorder une importance disproportionnée à des origines internes pour juger les actes d'autrui. Prenons quelques exemples. Cette petite fille a échoué à son exercice donc elle est faible en maths, cet enfant frappe ses camarades donc il a un fond méchant, ces jeunes traînent dans la rue donc ils sont fainéants. Ce sont des attributions internes. Ces biais nous trompent bien souvent, car en fait cette petite fille peut avoir échoué parce qu'un événement l'a empêchée de dormir.
ces jeunes traînent dans la rue parce que leur appartement abrite une famille bien trop nombreuse pour y rester sereinement et cet enfant frappe ses camarades parce que c'est ce qu'il voit quotidiennement chez ses frères et sœurs. Il existe bien souvent des causes externes pour expliquer les comportements, mais nous avons une fâcheuse tendance à les nier. Notre discipline tente de comprendre ce qui amène les gens, les jeunes en l'occurrence, à prendre à un moment donné un chemin de traverse, à s'écarter de ce qu'une socialisation idéale pourrait leur offrir. L'ouvrage de Samuel Philippon est rare. Éducateur, l'auteur approche, accompagné de ses collègues, les jeunes dans leur environnement et ce depuis de longues années. Dans la cité, il est connu à présent et son travail a permis une confiance réciproque. C'est un éducateur de rue. Alors il a repéré les pratiques de deal, une organisation bien rodée et un certain nombre de rôles bien définis, tels des petits métiers. Il a acquis le vocabulaire aussi, et compris les différents signaux d'appel. Tout un univers clandestin est là, sous nos yeux et reste invisible, pour ceux qui ne veulent pas voir. Samuel Philippon a souhaité regarder, comprendre et échanger avec les travailleurs de la marge. Grâce à son engagement sur le terrain, à une certaine loyauté reconnue chez ces jeunes, il a pu bavarder, questionner, pour au final mener une recherche impliquée, à la manière des chercheurs de l'école de Chicago, afin de comprendre ce qui amène certains jeunes à pratiquer le deal. Ces travaux sont étonnants. Ils donnent à voir avec précision une organisation du travail pyramidal imposant un système très hiérarchisé. Ces jeunes acceptent des conditions inacceptables et y voient du positif. Il y a l'argent bien sûr, mais pas tant. Mais il y a surtout le danger qui rôde en permanence, le danger de voir la police débarquer et de se faire attraper, ou pire encore, le danger d'être pris au cœur de fusillades règlement de compte. Alors pourquoi ces jeunes font-ils cela ? C'est ce que nous offre cet ouvrage, de réelles pistes de compréhension. Des myriades d'éléments à offrir au monde de l'éducation, afin d'aider les professionnels à aider ces jeunes, tombés dans une escalade d'engagement dont il est difficile de sortir. Comprendre enfin que ce passage par le deal peut aussi avoir un rôle salvateur, voire identitaire. Comprendre que cette société est la nôtre, et qu'elle conduit indubitablement certains jeunes à exercer ces fonctions. Cet ouvrage aidera donc tous les attributeurs à revoir humblement leurs certitudes, pour considérer l'épreuve traversée par une génération qui n'a pas voulu ce type de destin. Pour ne pas dévoiler plus, je n'irai pas plus loin, car ce que l'enquête menée par Samuel Philippon révèle de plus précieux, ce sont les motivations les plus profondes de ces jeunes. Les perles de franchise récoltées par l'auteur de l'ouvrage nous expliquent comment une combinaison de mobiles internes et de facteurs externes amène, peu à peu, certains jeunes à exercer des métiers à la marge, un travail illicite certainement, mais très paradoxalement utile socialement. Sabrina Labbé, maître de conférences, HDR en sciences, de l'éducation et de la formation, de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Introduction générale. Cet ouvrage est issu d'un mémoire de Master 2 en sciences de l'éducation et de la formation parcours politique enfance-jeunesse, suivi à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Éducateur spécialisé dans un club de prévention spécialisé, je suis amené, depuis plus de 20 ans, à sillonner un grand quartier populaire pour aller à la rencontre de la jeunesse qu'il s'agirait d'aider, d'accompagner pour qu'elle trouve sa place dans la société. C'est en tout cas le sens de la mission professionnelle qui m'incombe et me rapproche de jeunes gens qui, sûrement faute de trouver cette place, s'engagent plus ou moins momentanément dans des processus de délinquance, en l'occurrence la revente de stupéfiants. À l'instar du phénomène des violences urbaines, cette activité illicite, dangereuse, discrédite la jeunesse des cités. Elle contribue à la classer dans le modèle de la jeunesse dangereuse et en danger. Chantal Guérin-Plantin, 1999, InBoard 2015. Ceci pose de facto la nécessité de s'intéresser à la notion de déviance et de la sociologie qui l'englobe. Albert Augien, 2012, parle de lignes biographiques pour désigner un moment, une facette de la vie de ceux que l'on pourrait qualifier de déviants. Cette approche qui propose d'accorder une identité sociale provisoire à celui qui accomplit des délits s'accorde avec justesse avec mon métier de travailleur social s'efforçant d'éviter toute essentialisation. La sociologie interactionniste de la déviance, réaliste, portée notamment par Goffman, 1961, dans Augien 2012,
propose la thèse de la simultanéité des identités sociales qui permettrait aux individus de ne pas occuper un seul et même rôle et de le quitter pour en endosser un autre dans un contexte différent. Les jeunes acteurs du deal auraient donc le pouvoir de changer d'identité pour rejoindre, quand cela s'avère nécessaire, le registre de la normativité. Mais cette versatilité identitaire est-elle aussi aisée pour ces jeunes immergés dans cette activité souterraine de la rue, depuis leur adolescence ? N'impacte-t-elle pas le processus de construction identitaire, si on considère que l'univers du travail est allié au mécanisme de la socialisation ? Hugues dans Chapouli 2001 dans Dubar 2015. Cet ouvrage propose d'aborder sous l'angle du travail, du métier et de ses compétences spécifiques, ce capitalisme de rue, Baucher 2017. L'enquête de terrain qui sert l'analyse de ce livre se situe sur un quartier densément urbanisé, majoritairement constitué de logements sociaux, de la région toulousaine. Il s'agit d'une très grande ZUP de France, conçue sur le principe des villes nouvelles, endroit d'expérimentation des politiques de la ville. Si l'ambition du projet de ce nouveau Toulouse portait tous les espoirs d'un endroit moderne où il fait bon vivre, la parenthèse enchantée d'un lieu résidentiel de qualité, attirant les classes moyennes, sera de courte durée. Moins d'une décennie après sa sortie de terre, la réputation de cette grande cité s'assombrit pour coller à celle que les Français perçoivent des grands ensembles et qu'on pourrait illustrer par ghetto pour les pauvres. Reprenant l'amer constat de son architecte pour décrire l'évolution du projet. Papillot dans Compin-Gajac 2012. Ces éléments de décor nous permettent de souligner deux réalités donnant des clés de lecture de l'activité de revente de stupéfiants. En premier lieu, le projet architectural qui met la notion de rue en avant. Mais une rue au service du piéton, d'où la voiture est évincée. Si l'objectif initial proposé s'est quelque peu altéré, remodelé au fil des années par la rénovation urbaine, il est intéressant de noter que le trafic de stupéfiants proposé en vente publique postée ou de terrain s'inscrit lui aussi dans l'espace de la rue. S'il génère des nuisances, il favorise aussi la rencontre et selon Marwan Mohamed, il s'agit d'envisager cette pratique également pour l'interaction avec l'environnement résidentiel qui la côtoie. Ainsi, la rue piétonne, la coursive, emblématique de ce quartier urbain, constitue le lieu d'exercice de la zone stupéfiante, Baucher 2017. Par ailleurs, nous l'avons évoqué supra, une dégradation du contexte socio-économique va frapper ce territoire à la fin des années 70. Le ghetto des pauvres résultera d'une conjonction d'événements locaux et plus largement nationaux. Ce nouveau grand quartier toulousain ne saura pas répondre à l'ambition de mixité sociale, les classes moyennes préférant déménager pour accéder à la propriété individuelle, désertant le lieu pour sa mauvaise réputation grandissante. Les populations d'origine étrangère vont, notamment dans le cadre du regroupement familial, investir le quartier dont les appartements traversants proposés par ces grands ensembles sont décrits comme les plus spacieux de la ville rose. Sa dimension communautaire va se renforcer dans le temps et servir de territoire d'accueil, rassurant point de repère, notamment pour les ressortissants maghrébins espérant trouver en France des opportunités professionnelles et sociales qu'il ne s'agit plus d'espérer sur leur terre natale. Cette même population sera directement touchée de plein fouet par la crise économique, due au choc pétrolier. La dimension structurelle, proposée par Michel Kokoreff, donne des éléments de compréhension que l'on peut rapporter à ce terrain. Le chômage de masse et la montée de la précarité qui toucheront en premier lieu les grands ensembles, vont favoriser la toxicomanie, mais aussi le trafic de drogue dans ces mêmes lieux. Revendre devient une possibilité de financer sa consommation, mais aussi de survivre. Une alternative d'existence s'articule autour de la vente de toxiques, permettant de trouver place face au mépris qui caractérise le regard que l'on porte sur les pauvres, les quartiers populaires, les étrangers de l'intérieur, Missaoui et Tarius, 1999, qui y résident. C'est aussi la dimension urbaine, toujours selon Kokoreff, qui peut favoriser le développement d'une telle activité sociale illicite. L'antériorité d'autres trafics a probablement servi de premier tapis d'expérience d'économie informelle, et favorisé une professionnalisation du marché de stupéfiants plus qu'ailleurs. Les jeunes acteurs de l'économie souterraine du deal sont pour beaucoup les enfants de ceux qui ont peiné à s'insérer à la fin du siècle passé, ceux qui ont certainement fait l'expérience de la galère, décrite par François Dubay, 1987, au sujet des jeunes des classes populaires.
Héritière d'un contexte et peut-être d'une pratique du business, la jeunesse impliquée dans ces trafics n'est pas spontanée et s'inscrit dans l'histoire du lieu où elle exerce cette activité illicite. La délinquance des jeunes issus des cités a aussi certainement à voir avec la précarité qu'ils subissent. Mohamed, 2014. La revente de stupéfiants ne saurait être l'apanage des quartiers populaires, mais ces territoires canalisent l'attention médiatique participant à une des représentations fortes de l'imaginaire social moderne de la drogue. Kokoreff, 2010. Au-delà de la question du trafic de toxiques, Sandrine Lemaire, 2005, souligne comment l'immigration maghrébine et post-coloniale, peuplant les cités, fait l'objet d'un traitement journalistique se nourrissant de la peur, favorisant une image sociétale anxiogène. Le pouvoir de l'image médiatique montrant l'illégalisme des jeunes de quartier contribue certainement à ancrer dans les esprits des équations simples. Immigration égale problème, immigré égale délinquant. Activité consubstantielle à l'univers urbain des cités, cette économie a pris une place encore plus visible depuis 10 ans sur ce grand quartier toulousain. Le phénomène est également observable dans tant d'autres QPV, zones d'habitation pauvres et de statut socio-économique faible. Kokoreff, 1998, et ce depuis plus de 20 ans. Ce livre propose de montrer comment cette activité illicite est envisagée par certains jeunes comme une première expérience de travail. Il souligne les compétences qu'ils doivent développer pour mener cette mission, renvoyant à la notion d'intelligence de rue ou street smart, formulée par Bourgois, 1995, et dont Robitaille, 2005, qualifie certains acteurs de la délinquance comme plus débrouillards et malins, développant une analyse agile et vive des interactions sociales parmi leurs homologues. Il s'intéresse aussi à la représentation sociale du travail légal exprimée par cette jeunesse. Sans que ce point fasse l'objet d'une étude poussée, il m'a paru intéressant d'entrevoir comment ce groupe social développerait une vision du travail en fonction de cette expérience commune qu'il connaît, en l'occurrence le deal, et de sa place dans la société. Jeune issu de l'immigration, milieu modeste. Les travaux de Négoura et Lavoie éclairent cette dimension en montrant que la structure et même le contenu de la représentation sociale du travail se modifient en fonction de l'appartenance des individus à un groupe social. Négoura et Lavoie, 2016, page 303 dans la B, 2021. Cet écrit n'a pas la prétention de dévoiler un univers inconnu qui a déjà été exploré en profondeur par Michel Kokoreff, Didier Lapéronie ou Thomas Sauvadet pour ne citer qu'eux. C'est le résultat d'une trajectoire de métiers bifurquants, d'un glissement professionnel d'un travailleur social qui utilise son pain quotidien pour s'aventurer modestement dans une forme d'engagement ethnographique, Cefaï 2010. Car traîner sur le terrain, Borde 2015, expression qui pourrait en partie décrire le travail de rue éducatif, permet d'observer, d'écrire, comprendre, Cefaï 2010. L'enquête de terrain sur laquelle l'ouvrage s'appuie ne concerne qu'un micro-territoire de la ville de Toulouse, néanmoins place forte de ce commerce illicite dans la région. Elle porte sur moins d'une vingtaine de jeunes rencontrés dans la rue pendant un semestre. Il est à noter que depuis le déroulement de cette enquête, beaucoup d'entre eux n'occupent plus ces fonctions ou en tout cas n'investissent plus ces lieux. Arrestations policières ou désistance ont nécessité le renouvellement des équipes, car le trafic, lui, est toujours présent. Certains éléments figurant dans le livre sont issus d'observations plus récentes, car mon métier me donne accès à ce terrain chaque semaine. J'ai donc jugé intéressant d'enrichir mon enquête ethnographique avec des apports sortant du four. Les observations de ce livre ont été possibles grâce à un solide ancrage professionnel. Le substrat qui le nourrit n'existerait pas si je n'avais pas eu un besoin impérieux de donner du sens à ce que j'ai pu observer et échanger dans la cité, à l'occasion notamment du travail de rue, qu'a priori tout éducateur en prévention spécialisée expérimente. Dans la première partie de cet ouvrage, je propose de mettre en perspective les opportunités d'entrée dans le monde de l'emploi pour la jeunesse des quartiers, la politique publique déployée à cet effet et une offre d'emploi d'un autre genre sur le territoire qui attire les garçons comme un aimant. La seconde partie étaye cette recherche dans sa dimension ethnographique en faisant référence aux travaux sociologiques de l'école de Chicago et à d'autres plus récents sur la pratique du deal. J'envisage cette activité illicite comme un travail, un métier. Il est donc utile de s'interroger sur la définition de ce terme. La dernière partie explore plus en détail cet écosystème professionnel.
De nombreux verbatims encadrés permettent au lecteur de voir une partie des matériaux du terrain d'enquête qui m'a permis de mieux comprendre cette pratique, d'en proposer une analyse. J'ai pu capter ce que ces jeunes aux biographies hétérogènes peuvent exprimer dans la rue de cette expérience, mais aussi leurs aspirations, leurs affres, leur rapport au travail, parfois en parlant de l'autre, peut-être pour parler d'eux-mêmes avant tout. C'est en regardant que j'ai poursuivi cette enquête ethnographique sur un environnement professionnel. Michael Meyer, 2013, déclare qu'il s'agit aussi de regarder le regard de l'enquêté. Je suis éducateur, mon employeur me l'a rappelé récemment. Il ne comprenait pas que je m'aventure dans la recherche. Ma fiche de poste ne prévoyait pas que j'endosse le rôle de chercheur, même par intérim. Trop tard. Les voies de l'ethnographie se sont ouvertes, et je profite de ce livre comme d'une occasion pour énoncer quelques repères pour l'action permettant de prévenir l'engagement dans le trafic. S'il s'agit de rester humble quant aux effets de mes propositions, je pense qu'elles constituent quand même des connaissances nouvelles qui ne sauraient s'envisager sans une intrication étroite entre mon rôle de professionnel de terrain de la protection de l'enfance et mon cheminement de recherche en sciences de l'éducation et de la formation. Nels Anderson, 1923, surapproché en son temps de manière inédite, son origine sociale et sa recherche de terrain. Cet hobo, débutant en sociologie, s'engagea dans une entreprise bien plus ambitieuse qui constitue un des ouvrages de référence de l'école de Chicago. Ce modèle m'encourage à présenter et poursuivre la démarche que j'ai mise en œuvre. Méthodologie. Ils n'ont pas toujours été si présents ceux que l'on nomme les choufs, les guetteurs. L'activité qu'ils occupent n'est pas nouvelle, mais en moins d'une décennie, leur visibilité dans l'espace urbain du quartier s'est intensifiée et rares sont les halls d'immeubles à n'avoir pas été investis pour servir de point de vente de stupéfiants. Les faits divers de la presse locale témoignent de cette récurrence. S'il ne s'agit pas de l'arrestation d'un trafiquant notable du réseau, c'est la mort à la suite d'un probable règlement de compte qui nous rappelle régulièrement l'existence du trafic. Dans ces lieux, une déambulation au travers des grands ensembles nous amène à rencontrer de jeunes gens en pied d'immeuble qui observent, qui passent par là et le cas échéant nous questionnent. Vous cherchez quelque chose? Tu veux quoi? Shit cocaïne? Rentre dans le hall. Cette activité illicite, la vente de stupéfiants est visible, et les jeunes qui l'exercent l'évoquent assez librement, soit parce qu'ils nous identifient comme des clients potentiels, soit parce qu'ils ont pu s'assurer que nous ne sommes pas policiers, que nous ne parlons pas avec les Schmitt. Une fois rassurés sur nos desseins, les jeunes ne s'offusquent pas de notre présence et il nous est possible de rentrer dans un bloc et côtoyer vendeurs, clients et habitants, dans une relative indifférence générale. Il faut préciser que nous avons dû, à moult reprises, énoncer notre mission éducative et leur expliquer en quoi un éducateur de club de prévention spécialisé pourrait les aider. Parfois, il m'est arrivé de soulever mon t-shirt pour prouver que je n'étais pas policier, car j'ai certainement quelques attributs d'un représentant des forces de l'ordre qui peuvent rendre méfiants les guetteurs qui ne me connaissent pas, homme 48 ans, cheveux courts. Intéressés ou non par notre aide, une fois cette information donnée, les jeunes nous tolèrent et semblent même apprécier les discussions que nous engageons. Mais jamais nous ne savons si ce temps d'échange va durer, l'arrivée de clients, la gestion des liquidités ou le passage impromptu de la police, annoncé par des cris d'autres guetteurs, tel l'appel d'une meute de loups au loin par un lancinant luuteqaa-la-la-la-la-liain, coupant net la conversation ou un plus discret « Attention ils sont chauds », les obligeant parfois à disparaître dans les renfoncements des blocs. Parfois, ils sauront nous dire simplement que ce n'est pas le moment. L'activité qui occupe ces jeunes est différente selon le poste dont ils ont la charge, et semble répondre à une organisation particulière et structurée. Ainsi, des horaires existent, des équipes opérant des roulements, des salaires à la journée sont fixés et bien d'autres choses qui renvoient au monde du travail. Le terrain de recherche que j'explore est donc orienté vers la jeunesse des quartiers populaires, et plus précisément sur les jeunes exerçant l'acte de vente de produits stupéfiants dans la cité. Cette activité illicite est organisée selon certains principes qui, à de nombreux égards, renvoient à l'univers du travail. Je me suis interrogé sur les liens entre le trafic de stupéfiants en bas d'immeuble et le travail. Pour vérifier et étayer cette interrogation, j'ai entrepris d'observer et questionner des jeunes gens impliqués dans cette pratique pour connaître leur perception de cette activité,
la considèrent-ils comme un travail? Et quelle est leur représentation de ce travail? Comme évoqué supra, pour illustrer certaines parties du livre, je me suis appuyé sur des témoignages issus de l'enquête de terrain. Ils apparaîtront en encadré et en italique. L'identité des personnes citées a été volontairement changée pour préserver leur anonymat. Pour autant, âge et sexe correspondent à la réalité. L'origine de cette enquête. Il semble important de préciser dans quel contexte ce travail est mis en œuvre. Mon implication personnelle a une incidence particulière sur le lien que j'ai pu tisser avec le terrain de recherche, et plus particulièrement avec les jeunes rencontrés. Le travail que je mène est issu d'observations relevées, initialement dans mon cadre professionnel. En effet, j'exerce la mission d'éducateur spécialisé au sein d'un club de prévention depuis plusieurs années. La prévention spécialisée est une mission de service public se situant dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est une forme d'action spécifique, conjuguant action éducative et présence sociale, pour accompagner les jeunes les plus en marge, en rupture, les plus éloignés de l'insertion sociale et professionnelle. Le travail de rue, méthode d'intervention éducative utilisée pour aller vers les jeunes, m'a permis de les observer régulièrement et d'assister à l'activité du deal qu'ils mènent. Mais au-delà de mon regard, ce sont aussi les échanges que j'ai pu avoir avec eux qui ont enclenché un certain nombre de questionnements. Cette pratique professionnelle et la place de travailleur social que j'occupe au sein de ce quartier toulousain depuis 2 décennies m'ont sûrement permis d'avoir indubitablement un ancrage solide sur le terrain. Mon expérience professionnelle est donc l'origine des prémices d'une posture d'apprenti-chercheur. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas toujours voulu envisager cette activité comme un... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.